De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jemal Taleb, Daouda Tal et Malika Cher sont toujours avec nous. Et puis focus sur le congrès Indaba en Afrique du Sud. Le rendez-vous a fermé ses portes ce jeudi. L'occasion de revenir sur les solutions proposées concernant le déficit énergétique et qui empêchent le bon déroulement des activités minières. Un sujet de Guevanido. Trouver des mécanismes pour faire face aux contre-coups liés au déficit énergétique en Afrique du Sud, c'est l'objectif qui réunit patrons d'industrie minière et investisseurs au congrès Investing Africa Mining Indaba en Afrique du Sud. Ce pays affiche l'une des meilleures performances économiques sur le continent, mais reste confronté à une crise énergétique depuis 2008. Nous accordons une attention particulière à la question de l'énergie. Le gouvernement appuie la compagnie électrique nationale pour atteindre à long terme une solution financière durable. Nous comptons développer d'autres mécanismes comme les énergies renouvelables et accélérer le processus de développement de l'énergie nucléaire. Le déficit énergétique constitue un manque à gagner pour les entreprises minières en Afrique du Sud. Tout récemment, le gouvernement a demandé aux entreprises de réduire leur consommation. Une résolution qui pourrait décourager les investisseurs selon certains observateurs. Cela agira beaucoup sur les activités d'exploration qui seront effectuées. Toutefois, en se basant sur les rapports lus dans le monde, il y a environ 55,56 minéraux, mais vous pouvez trouver 53 d'entre eux en Afrique. Cela prouve que l'Afrique a beaucoup de réserves. Mais la question est de savoir pendant combien de temps l'exploration et les développements vont durer. L'Afrique du Sud est le plus grand producteur mondial de platine et occupe le 3e rang en termes de production d'or. Des résolutions sont attendues à l'issue de ce congrès. Jemal, comment voyez-vous l'avenir de l'exploration minière sur le continent africain ? C'est toujours la difficulté qu'il y a. C'est-à-dire que quand les coûts sont très bas, l'exploration est très basse et donc les recherches se font de plus en plus rares. Encore que nous avons aujourd'hui une situation singulière. C'est-à-dire que les cours étaient, il y a un an exactement, autour de $130. Ils sont aujourd'hui autour de 68, 69. C'est une chute vertigineuse. Et pourtant, aucun des grands miniers n'a mis fin aux grands investissements en cours. 2, c'est qu'aucune cotation significative des grands miniers en bourse n'a chuté. Troisièmement, les grands projets en cours ont continué. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de panique sur le marché. Ça veut dire en même temps que, grosso modo, au prix où on est actuellement, il n'y a pas de faillite significative. Ça veut dire aussi qu'on croit à l'avenir et qu'on pense que si, parmi les explications, il y en a plusieurs, parmi les explications de la chute des cours actuels, il y a sans doute la faiblesse du marché chinois. Mais tout porte à croire, en tout cas c'est ce que disent les experts et je n'en suis pas un, mais tout porte à croire que d'ici 2 ans, la demande indienne va remplacer la demande chinoise et probablement que le retour de la demande chinoise elle-même sera important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va probablement vivre une année 2015 plutôt pas facile, une année 2016 pas non plus difficile, mais semble-t-il, les miniers pensent qu'au-delà de cette date-là, on va revenir donc à un prix abordable, c'est-à-dire entre 70 et $80. Ce qui porte à croire, encore une fois, que l'avenir des mines est une réalité. Évidemment, sur le continent africain, il y a le problème de l'énergie, et ça se pose. C'est-à-dire que beaucoup de développements ne sont pas possibles parce que la demande en énergie est assez importante et l'offre africaine est très faible. C'est l'un des continents, c'est le continent qui a le plus faible taux de pénétration sur le continent de l'électricité. Et donc, tant qu'on n'a pas compris qu'on a besoin, pour le coup, d'un vrai plan Marshall africain pour l'énergie, parce que c'est la condition de tout le reste, évidemment, nous serons toujours dans la difficulté. Cela n'a rien à voir avec les cours, mais cela a à voir donc à une situation générale pour le développement des mines, mais aussi des autres secteurs sur le continent. Daouda, moi je voulais revenir sur ce que disait Jemal. Moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est ce taux de pénétration de l'électricité qui est particulièrement faible sur le continent africain. Oui, tout à fait. Et c'est bien le point noir des économies africaines. D'un pays à l'autre, on le voit bien. Tandis que vous ne pouvez pas asseoir un développement efficace si vous n'avez pas si vous pouvez pas satisfaire la demande, ce que demande l'économie en énergie. Si vous voulez créer
créer des emplois, des industries. Les industries fonctionnent avec de l'énergie. Même quand, à une échelle plus petite, même le tailleur, il a besoin de brancher sa machine à coudre pour travailler. Le menuisier métallique, pareil, etc. Or, on a quand même un déficit important en matière d'énergie sur le continent. Ça, c'est une réalité. Je pense quand même que les États en prennent conscience aussi. Maintenant, le fait qu'il y ait une baisse du cours du pétrole, ça peut être un atout pour certains pays qui importent, mais il ne faudrait pas se baser sur ça parce que les ressources du pétrole, de toute façon, quel que soit le coût, ne sont pas illimitées. Du coup, je prône pour une diversification par les énergies renouvelables. Le solaire, pourquoi l'Afrique ne développe pas des énergies solaires? On en a tout le temps. Donc, voilà. Justement, Malik, pourquoi l'énergie renouvelable n'est pas si développée sur le continent africain? C'est problématique. Juste rapidement, je reviens juste au problème du taux d'électrification, voilà, du déficit énergétique. Et pourtant, l'Afrique a des potentialités énormes. Par exemple, on a pour l'électricité, pour la production d'électricité, il y a le bassin du Congo qui peut être vraiment une force extraordinaire d'électrique de l'Afrique australe. Tout le continent, mais déjà l'Afrique australe. Exactement. Et ça, il fallait le noter, il fallait le dire, je pense, c'est très important. Alors, je pense qu'il y a effectivement des États qui ont du mal à investir dans ces ressources-là, dans ces projets-là de renouvellement, voilà, d'énergie renouvelable. Bon, ça commence à se faire, hein, ça commence, comme disait... Timidement, effectivement, mais ça dépend aussi des ressources financières que possède le pays. Tous les pays ne peuvent pas miser sur les énergies renouvelables. C'est même moins cher, le solaire, par exemple. Oui, mais l'investissement est plus cher, mais à long terme, ça reviendra moins cher. Mais l'investissement est conséquent. Et ça demande une mobilisation financière conséquente voilà, sur le plan politique. Et en Guinée, les survivants du virus Ebola prennent en charge les enfants affectés, désormais immunisés contre le virus. Ils soutiennent dans des centres d'accueil temporaires ces orphelins. C'est un sujet d'Idlet Semirabel Bissou. En Guinée, les malades guéris du virus Ebola se sont lancés dans l'humanitaire. Ils s'occupent des enfants affectés par le virus dans les centres d'accueil. À Guékédou, dans la région forestière, un centre d'accueil temporaire a été mis en place pour accueillir les orphelins de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous n'accueillons pas de malades ici. Nous accueillons les enfants, par exemple, qui peuvent être des enfants contacts, des enfants suspects. Et c'est des enfants qui ont soit vécu avec les malades, les parents qui sont malades, qui sont en traitement au centre de traitement. Et pendant ces jours qui courent, ils sont là en état d'observation. Le centre de Guékédou accueille seulement les enfants dont les parents sont infectés par le virus Ebola ou en traitement. Pendant les 21 jours que dure la période d'incubation du virus, ces enfants sont mis en quarantaine. Pendant ce temps, ils sont pris en charge par des volontaires qui ont survécu au virus Ebola. On les prend très bien, on les lave le matin, à midi, à 17h on les lave. Le matin, on nettoie la cour très bien. En Afrique de l'Ouest, 16 600 enfants ont perdu au moins un parent depuis le début de l'épidémie Ebola en 2013. Seulement 500 d'entre eux ont été pris en charge par leur entourage. Les raisons de ce faible taux s'expliquent par la stigmatisation et la peur de contracter la maladie. J'ai mal en Afrique de l'Ouest. 16 000 enfants ont perdu au moins un parent depuis le début de l'épidémie et seulement 500 d'entre eux ont été pris en charge par leur entourage. C'est dramatique. Un de mes amis qui travaille au FINIAP, un brillant médecin qui s'appelle Dr Dieng, m'a dit il y a quelques mois, il m'a dit, vois-tu, nous avons un problème d'épidémie actuellement, donc d'Ebola. Mais il m'a dit, dans quelques mois, nous avons une autre épidémie beaucoup plus grave ou tout aussi grave. Ce sont les enfants. Il me dit, donc ça va créer des drames incroyables et on aura oublié, c'est-à-dire que les caméras seront parties. Et donc l'attention que nous avons sera terminée et nous allons laisser ces pays-là dans une difficulté au-delà du fait, évidemment, que la solidarité entre Africains est évidemment un vœu absolument pieux. Mais c'est évident que c'est là le gros problème que nous avons demain. Évidemment, on avait déjà des difficultés à régler le problème de l'orphelinat banal. Nous avons aujourd'hui un orphelinat lié donc à une épidémie qui, elle, fait des ravages incroyables et qui laisse des enfants dans une détresse extraordinairement grave. Et là, encore une fois, et c'est mon ami le médecin a parfaitement raison, c'est-à-dire que la difficulté que nous aurons demain, c'est qu'on aura oublié. Et on aura oublié déjà qu'on n'est pas tellement solidaires entre nous, on le sera encore moins, et les maigres ressources de l'État qui auront déjà servi à peine à couvrir un minimum sur la lutte contre l'Ebola, seront absolument plus là du tout
pour faire face aux problèmes criants donc, des enfants orphelins. C'est un vrai problème. Oui, Daouda, ce sont un peu les oubliés, hein, ces enfants d'Ebola. Pas les enfants contaminés, hein, les enfants dont les parents sont décédés du virus. Oui, tout à fait. C'est des oubliés, effectivement. Et on ne sait pas combien sont morts, d'ailleurs, avec les parents. Parce que quand vous avez un parent qui est contaminé, il y a de fortes chances qu'il le transmette aux enfants. Donc, moi, je veux d'abord positiver, en sachant que c'est des enfants qui ont quand même été sauvés dans des foyers où Ebola sévissait. Maintenant, la prise en charge, elle doit intervenir de façon rapide. Moi, je ne sais pas où est l'argent que l'OMS a collecté. On parlait aussi de l'argent privé. Le secteur privé a participé. Je pense qu'il y a un problème, sans doute, de bonne utilisation des fonds qui sont collectés, parce que je pense qu'il y a assez de fonds collectés quand même pour pouvoir venir en aide à ces enfants et leur permettre de retrouver une situation normale, par exemple aller à l'école, se faire soigner, etc. Justement, pour parler de financement, beaucoup d'argent a été débloqué pour mettre un terme à cette épidémie, mais manifestement, ce n'est pas assez. C'est pas assez, mais le problème, c'est quelles sont les leçons que vont tirer les États après cette terrible épidémie d'Ebola. Qui continue de sévir, hein, des nouveaux cas enregistrés. Qui continue, mais il faudra déjà penser à l'après-Ebola. Ça, c'est très important. On parle des financements. Quels sont les financements que l'on va mobiliser pour la prévention à l'école ou des choses de ce type? Ça, c'est très important. Et le problème, là, c'est le nerf de la guerre. On dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais il faut aussi mettre de l'argent dans la prévention, dans l'éducation, pour qu'on ne réédite pas ces problématiques-là dans le futur. Et ça, c'est très important. Gemal, quel devrait être le rôle de l'État au niveau de ces enfants oubliés? C'est très difficile de demander trop de choses et tellement de choses à l'État. L'une des difficultés que nous avons sur le continent, c'est que nous comptons tellement sur l'État. Et on oublie le tissu social, le tissu associatif. Il n'y a pas un citoyen suédois qui n'est pas membre de 10 associations. Il n'y a pas un Africain qui est membre d'une seule association. Et donc, si nous devions demain, encore une fois, comprendre que l'État, s'il était tellement organisé, tellement structuré, on l'aurait su, ce n'est pas le cas. Les États ne sont ni organisés ni structurés. Et donc, si on pouvait nous-mêmes, au niveau du tissu associatif, créer une solidarité en complément de l'État ou probablement même en participation avec l'État. Au niveau des familles, alors au niveau des associations. Et donc, c'est-à-dire que nous avons tous besoin collectivement d'une prise de conscience, c'est-à-dire nous, Africains, tous, mais aussi nous de la diaspora, c'est-à-dire que nous ne faisons pas grand-chose. Et je pense que ce travail-là, nous avons besoin de le faire. Évidemment, pour répondre à votre question, les moyens de l'État sont faibles, sont maigres. Il en a mis ce qu'il possède déjà dans la lutte contre Ebola. On voudrait bien qu'il mette le reste dans donc, la protection des enfants, qui est donc la plus grande richesse de ce pays. Enfin, je n'ai aucun doute que les pays vont faire ce qu'ils peuvent. Mais les moyens sont maigres. Et là, encore une fois, je pense qu'un peu plus de développement des tissus associatifs dans nos pays est une bonne chose, serait une bonne chose. Alors, Daouda, on parle d'Ebola comme un virus particulièrement dangereux et mortel. Hein, et bon, c'est le cas, on l'a vu, mais pourtant, le Nigeria est parvenu à mettre un terme à cette épidémie. Oui, le Nigeria c'est donc possible. Tout à fait, c'est possible. Le Nigeria et pas que, le Sénégal aussi. Hein. Donc je pense que c'est possible, effectivement. Enfin, ils étaient quand même moins touchés tous les deux. Oui, moins touchés. Un cas et voilà. Mais bon, il y a quand même, dans les deux cas, les malades ont été soignés sur place, il me semble. Hein. Donc ce qui veut dire que c'est possible. Maintenant, pourquoi on a laissé se développer cette maladie parce que les foyers, c'est les 3 pays touchés, hein, la Guinée, dont la Guinée, et sur ce pays-là, on a quand même, à un moment donné, on a vu la maladie se pousser, se développer. On a l'impression que l'État guinéen était complètement incapable de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même dommage. Hein. Oui. Très rapidement, mais d'où la nécessité de l'émergence d'une véritable société civile qui manque cruellement au sein des États africains parce que l'État ne peut pas tout. Parce que justement... À la décharge, pardon, quand même, de l'État guinéen, parce que, pardon Daouda, tu es très sévère avec les Guinéens. Non, ils l'ont fait, mais que voulez-vous? La propagation d'une maladie comme celle-là, vous l'avez au toucher. Et donc, les traditions de nos pays font que quand il y a un malade, on le touche. Et donc, quand il y a un malade et on le touche, la contagion est très importante. Et tout ça, on ne peut pas imaginer, ça va à une vitesse incroyable. Oui, mais il y a quand même eu des manquements. Je pense qu'il y a quand même eu des manquements. Mais sans doute. Lent
Et pas Oui, même bien l'OMS, sûr. hein. Bien Je trouve qu'ils ont entendu. plutôt réagi pas mal, malgré, en dépit de leur lenteur au Non, départ. moi je vous donne le cas du Nigeria et le cas du Sénégal. La réaction a été immédiate et bien plus active que celle de la Guinée, par exemple. Celle de Guinée aussi, c'est ça. Moi je suis sceptique sur ça. Mais le Sénégal a connu un cas. Non, même le Nigeria. Les Nigériens en ont connu très peu. Les deux pays les plus concernés, les plus touchés, c'est la Sierra Leone et la Guinée. Et donc évidemment qu'ils ont eu un petit moment de retard au démarrage. Mais quand ils ont démarré, ils ont mis les moyens qu'ils ont, l'expérience qu'ils n'ont pas, mais ils l'ont mise. Et pourquoi on arrive à ce bilan alors, mais il aurait pu être 10 fois plus catastrophique. Monsieur, on va rester sur ce désaccord. Hein. Merci Daouda d'avoir été avec nous. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Gémal, merci. Merci Amira et merci à nos téléspectateurs. Et merci à vous Malik d'avoir été avec nous. Merci Amira, ce fut un plaisir. C'est donc la fin de l'Africa Newsroom, mais ce n'est pas fini l'Africa Newsroom, puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée aux problématiques des visas sur le continent. À très vite.